Bonjour Chris, ça fait plaisir de passer juste après Chris. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis moi aussi très heureux de faire cette présentation avec vous aujourd'hui. J'aurais préféré être là en personne, mais peut-être que ce sera le cas une prochaine fois. On espère. Euh, je vais présenter euh, présenter les slides. Euh, Hop. Est-ce que vous pouvez voir est-ce que vous pouvez voir les slides et la présentation? Oui, ok, super. Parfait, ok. Donc comme on a un peu de retard, je vais me lancer tout de suite et essayer de faire au plus vite. Il y a on va avoir beaucoup de concepts à travers cette présentation. Donc ça va être un peu dense. J'espère que ça ira et que vous arriverez à suivre. Mais dans tous les cas, je vais mettre les slides à disposition à la fin. Et donc vous pourrez vous y référer plus tard. Euh, et je vais juste démarrer une horloge pour être sûr d'avoir un suivi du temps et pas faire plus d'une demi-heure. Hop, c'est parti. Donc, je vais vous parler d'Android et minimalisme. Donc, c'est le titre un peu arbitraire de la présentation, mais l'idée, en fait, c'est de discuter de comment faire pour adapter votre application Android à des smartphones d'entrée de gamme ou des smartphones qui ont une connectivité limitée, donc qui ne sont pas, par exemple, constamment connectés à de la 4G, mais qui, de temps à autre, n'ont pas du tout accès ou des fois ont accès à un Internet, à un Internet mobile de basse vitesse. Et c'est des sujets qui sont couverts de façon un peu éparse à travers la documentation Android. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est un peu de rassembler en fait tous ces concepts au sein d'une présentation pour vous donner une vue générale et aussi potentiellement des liens vers ces articles et cette documentation. Euh, voilà. Donc, rapide présentation de moi. Donc, je suis ingénieur Android, j'allais dire de formation. J'ai pas appris Android à l'université parce qu'à l'époque, ça n'existait pas quand je suis allé à l'université. J'ai fait de l'Android quasiment depuis que Android existe, donc depuis 2008. Je suis français à l'origine, j'ai été formé en France, mais je suis installé aux États-Unis depuis 10 ans maintenant. Euh, et je suis donc basé à Seattle, aux États-Unis. Donc depuis 6 mois, je suis donc dans la même équipe que Chris, donc l'équipe de développeurs relations ou de relations développeurs à Google. Et auparavant, j'ai travaillé pour Lyft, qui est un compétiteur de Uber ici aux États-Unis, et une petite startup qui s'appelle Pocket. Et j'ai aussi travaillé pour Eventbrite, qui est une société de tickets pour des événements. Et à chaque fois en capacité de développeur Android. Donc ça, c'est pour moi. Donc voilà, donc on va parler du plan. Donc aujourd'hui, on a un peu trois approches en fait pour adresser le problème que j'évoquais, qui est le téléphone potentiellement entrée de gamme dans un contexte où on a une connectivité limitée. Donc la première approche, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut réduire la taille de notre application et faire en sorte que l'application ne prenne pas beaucoup de place, pas beaucoup en téléchargement et pas beaucoup de place une fois installée sur le téléphone. Ensuite, on discutera de comment limiter la consommation des données mobiles. Et enfin, on parlera de l'impact sur la batterie quand vous utilisez votre application et faire en sorte que vous limitiez la consommation d'énergie sur la batterie. Donc, on commence avec réduire l'application. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire la taille de l'application au téléchargement? Donc, il y a une première étape qui est très, très importante, c'est la migration vers Android App Bundles. Donc, si vous ne connaissez pas Android App Bundles et que vous utilisez encore les APK pour la publication de vos applications, euh, il faut savoir deux choses. Donc, la première, c'est que si vous créez une application nouvelle aujourd'hui et que vous la diffusez pour la première fois sur Google Play, vous aurez besoin d'utiliser ce nouveau format d'Android App Bundle. Vous ne pourrez plus uploader un APK.
Maintenant, si vous continuez à utiliser les APK, considérez migrer vers App Bundle parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc, en particulier, le management des ressources. Donc là, on voit en fait le contenu du fichier /res, donc les ressources. Vous avez donc tous les assets, donc toutes vos images qui vont du XXHDPI jusqu'au LDPI. Et à chaque fois, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que nous, on voit juste les DPI, en fait, les fichiers, les, euh, pardon, comment ça s'appelle, folders, les dossiers d'images. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous ciblez un, un processeur spécifique, en fait, on va créer un fichier, un folder DPI pour ce processeur. Donc, par exemple, si vous ciblez x86, donc ça tourne sur un émulateur, par exemple, vous utilisez XHDPI x86. Mais si ça tourne sur un téléphone mobile, ce sera plutôt du ARM ou du ARM64, et donc vous utiliserez le ARM64 XHDPI. Donc, tout ça pour dire que ça vous fait énormément en fait, de fichiers qui sont générés. Et c'est la même chose pour les langages. Donc, forcément, si vous utilisez votre application en français, vous avez besoin des textes en français. Mais vous allez, avec l'APK, vous allez aussi télécharger, par exemple, si vous supportez l'allemand comme langage, vous allez aussi télécharger les traductions en allemand, en portugais, en anglais, etc., etc. Donc, en résumé, vous allez télécharger énormément de ressources alors que vous auriez potentiellement besoin que de un ou deux fichiers ou un ou deux dossiers. Et donc, l'avantage, en fait, c'est que App Bundle va faire ça automatiquement pour vous. Donc, vous allez uploader votre application au format App Bundle. Et du coup, App Bundle va automatiquement récupérer le XHDPI, par exemple, si c'est ce dont vous avez besoin pour votre téléphone, en en x86-64, par exemple, et juste en français, parce que vous n'utilisez que le français. Donc, tout ça est fait de façon complètement transparente par Google Play quand l'utilisateur télécharge votre application. Et du coup, l'application va être beaucoup plus petite, le fichier va être beaucoup plus petit et consommer beaucoup moins de données lorsque vous allez télécharger et installer l'application et prendra aussi beaucoup moins de place sur le téléphone de votre utilisateur. Donc, un exemple, Twitter, par exemple, sur Android, a utilisé App Bundles et ils ont observé une réduction de 30% de la taille de leur application. Donc 30%, c'est très très conséquent. C'est pas comme s'ils avaient divisé la taille par 10, mais malgré tout, c'est quand même très conséquent. Et donc typiquement, ils avaient une application qui faisait environ 35 mégaoctets, et donc du coup, elle ne fait plus que 25 mégaoctets. Et quand on regarde un petit peu la taille des ressources et la place qui est occupée par les ressources, donc on peut voir que la base en bleu ici, qui est en fait le code source, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, si vous regardez les traductions en vert, là, pour le coup, vous voyez qu'il y a une très grosse différence. C'est ce que je disais. Twitter est disponible dans, je ne sais pas combien de langages il supporte, mais il y a énormément, énormément de langages. Et donc, du coup, si vous téléchargez que le français, eh ben, ça veut dire que vous laissez tous les autres langages sans les télécharger, et ça fait beaucoup de place qui a été libérée de cette façon. Pareil pour les images, vous téléchargez juste les images qui sont adaptées à votre appareil. Vous observez qu'il y a une forte réduction. Par contre, éléments d'interface, je pense que c'est essentiellement les layouts, donc les layouts d'interface graphique. Et ça, pour le coup, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence parce que vous avez finalement besoin de tous les layouts pour décrire votre interface. Donc, si vous êtes intéressé par App Bundle, et honnêtement, c'est important de s'intéresser à App Bundle, je vous conseille d'aller regarder cette playlist de vidéos. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube, faire une recherche App Bundles, MAD, c'est le nom de la série, MAD Skills. Alors, les vidéos sont en anglais, par contre, vous avez les sous-titres en français. Et je vous recommande vraiment de regarder ces vidéos parce qu'elles vous passent tous les détails. Mais elles vous expliquent aussi que finalement, c'est assez simple de démarrer puisque Android Studio va générer automatiquement App Bundle pour vous. Et puis aussi, référez-vous à la documentation. Donc c'est pareil, vous pouvez aller sur la documentation d.android.com et vous pouvez rechercher dans le centre de recherche App Bundles. Vous pouvez aller directement sur d.android.com/guide/app-bundle pour avoir toutes les informations pour comment démarrer avec App Bundles.
Donc, on a parlé de réduire la taille de votre APK, de votre build, enfin pas de votre APK du coup, mais de votre application à télécharger. Mais il y a aussi un autre moyen de réduire, c'est réduire les ressources graphiques et s'assurer que même si on télécharge uniquement les ressources graphiques dont on a besoin pour le type d'appareil que votre utilisateur utilise, s'assurer que ces ressources graphiques soient vraiment compressées au maximum. Donc, il y a plusieurs approches. Donc, la première approche, c'est d'installer ce plugin qui s'appelle Android Size Analyzer, qui vous donne en fait des recommandations très concrètes pour optimiser l'usage de vos photos et de vos illustrations. Donc, par exemple, il va vous dire de ne pas directement intégrer des images de grande taille, mais de les télécharger à la place au moment de l'utilisation de l'application. Il va vous recommander, s'il voit par exemple que vous utilisez des formats de compression qui ne sont pas optimaux, il va vous recommander d'utiliser d'autres formats de compression. Donc, c'est un bon moyen en fait, de démarrer pour identifier les différentes optimisations. Ensuite, c'est important d'utiliser l'imagerie vectorielle pour vos illustrations. Donc, vous avez vous avez un exemple ici en bas où vous voyez donc, ce caractère qui doit être un caractère japonais ou chinois. Et on voit ici ce que ça donne en bitmap, où vous voyez en fait tous les pixels qui sont encodés. Et là, vous avez ce qui se passe en fait avec du vectoriel, donc l'imagerie vectorielle, donc les SVG par exemple. Pour le coup, ce n'est plus des pixels, mais c'est les instructions, les instructions qui vont vous permettre de dessiner en fait cette image. Et donc le concept d'imagerie vectorielle, c'est ça. C'est au lieu de télécharger la liste des pixels et les valeurs des pixels, on télécharge des instructions qui vous permettent de rendre, d'afficher le fichier, enfin l'image au format vectoriel. Donc Android utilise Vector Drawables, qui est un petit peu différent de SVG, mais qui est très proche. Donc voilà, donc si vous voulez utiliser du vectoriel, n'utilisez pas SVG sur Android, mais utilisez Vector Drawables. Et ça vous donne des fichiers qui sont très très légers et aussi qui vous permettent de zoomer sans perdre de qualité, en fait, puisque c'est les instructions et donc ce n'est pas des pixels, donc vous pouvez zoomer à l'infini ou agrandir votre image à l'infini, vous n'aurez pas de perte de qualité. Et donc, vous pouvez faire ça avec l'outil Vector Asset Studio qui est directement intégré à Android Studio et qui vous permet d'importer vos SVG. Donc, si votre illustrateur vous donne des SVG, vous pouvez les importer et directement les convertir en Vector Drawables. Donc voilà, donc je recommande d'utiliser ça, en particulier pour les illustrations. À chaque fois que vous avez des aplats de couleurs, ça ne marche pas très très bien pour les photos, mais pour les illustrations et les dessins, ça fonctionne, ou les icônes, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc c'était Vector Drawables. Un autre format, donc si vous avez malgré tout des images dans vos applications, et c'est assez commun d'avoir des images, un autre format qui est très important aussi, c'est le format WebP, qui fonctionne d'ailleurs aussi bien pour les images statiques, les photos, que pour les vidéos. Et le WebP, en fait, c'est une alternative créée par Google à l'origine, mais qui est open source, créée pour faire des compressions d'images en JPEG ou en PNG. Enfin, ou plutôt, c'est une alternative au format JPEG ou PNG, donc qui va vous compresser les images encore plus que ce que vous pouvez faire avec du JPEG ou avec du PNG. Et donc là, par exemple, vous avez une image les images de perroquet que vous avez ici. Vous pouvez voir qu'en JPEG, l'image fait 263 kilobits. Et en WebP, on est passé à 93 kilobits. Donc c'est quasiment divisé par 3 le nombre, la taille de l'image. Donc clairement, si vous appliquez ça à toutes vos images, et vous pouvez aussi appliquer ça aux images qui sont téléchargées, pas simplement les images qui sont directement intégrées dans votre application, mais même les images que vous téléchargez du web, ça vous donne une réduction de données qui est assez importante. Donc, de la même façon que Vector Drawables a un outil intégré à Android Studio, WebP peut être aussi converti via Image Converter, donc qui est un outil intégré à Android Studio et qui vous permet de transformer vos JPEG en WebP et d'ajuster la qualité. Donc, si vous voulez augmenter la qualité, forcément, la compression sera moindre. Mais si vous voulez, si vous êtes OK, où l'image est toute petite et donc du coup, ce n'est pas très important d'avoir une image de très très bonne qualité, là, pour le coup, vous pouvez réduire la taille de façon très très conséquente. Et c'est supporté à partir de Android 3.2. Donc, autant dire que quasiment tous les téléphones qui sont aujourd'hui
en utilisation, en circulation, supporte le WebP. Donc, on a parlé des ressources graphiques. Donc, honnêtement, si vous focalisez sur les ressources graphiques et vous réduisez vos images et vos illustrations, vous avez déjà des résultats qui sont très, très importants et vous avez déjà réduit fortement la taille de votre application. Mais vous pouvez aussi réduire votre code source. Et donc, il y a un outil qui est très important qui a été lancé avec Android Gradle, le plugin Android Gradle 3.4, je crois, qui est R8. Donc, R8, c'est le nouveau compilateur qui est utilisé pour compiler vos applications Android. Donc, si vous avez mis à jour et que vous utilisez la dernière version de Gradle, du plugin Gradle pour Android, vous avez R8 qui est utilisé par défaut. Et donc, il y a une fonction, donc quand vous regardez votre fichier de configuration Gradle, et en particulier la configuration de compilation, vous avez isMinified, qui est donc cette nouvelle commande. Et si vous mettez isMinified equals true, enfin égale true, vous allez automatiquement éliminer le code qui n'est pas accessible en fait dans votre application. Et vous vous dites, bah, pourquoi est-ce qu'on a du code pas accessible? Enfin, c'est quand même surprenant d'avoir du code dans l'application qui ne sert à rien. Et il s'avère que c'est très, très courant en fait, d'avoir du code dans votre application qui n'est pas accessible en fait, et qui ne sert à rien lorsque vous avez des dépendances externes en fait. Et c'est assez courant quand vous créez une application d'ajouter des dépendances. Donc, on va parler tout à l'heure du cache, par exemple. Donc, vous avez des librairies qui vous permettent d'intégrer des fonctionnalités, et sauf que vous allez rarement utiliser 100% des fonctionnalités de ces librairies. Et donc, du coup, vous avez du code dans ces librairies que vous allez intégrer qui ne sera jamais utilisé. Eh bien, si vous mettez isMinified égale true, vous avez automatiquement, à la compilation, en fait, vous débarrasser du code qui n'est pas accessible. Et donc, ça va réduire la taille de votre exécutable. Un truc aussi à savoir, c'est que isMinified, ça va permettre des optimisations en Kotlin. Donc, si vous utilisez Kotlin, une autre bonne raison d'utiliser isMinified, ça va optimiser votre code et aussi réduire euh, l'exécution, enfin améliorer les performances à l'exécution de votre application. Donc ça, c'est pour le code, mais il y a aussi une autre commande qui est isShrink resources. Shrink, ça veut dire réduire. Donc isShrink resources égale true. Donc pareil, au même endroit, vous pouvez aussi ajouter cette commande-là. Et là, pour le coup, ça va faire la même chose que isMinified, sauf que ça va s'intéresser aux ressources graphiques. Donc si vous intégrez une librairie qui a beaucoup de ressources graphiques, des éléments graphiques, c'est important d'ajouter cette fonctionnalité-là parce que ça va en fait automatiquement enlever et même d'ailleurs, dans votre code, si vous avez utilisé des ressources graphiques à un moment donné, mais que vous avez enlevé les fonctionnalités, mais que vous avez oublié de retirer les ressources graphiques, c'est important d'avoir ce flag, enfin ce paramètre dans votre configuration, parce que du coup, ça va automatiquement supprimer les ressources graphiques qui ne sont plus référencées dans votre code source, et donc du coup, qui n'ont aucune raison d'être téléchargées par votre utilisateur. Donc ça, c'était, je suis désolé, on est allé assez vite, mais encore une fois, je mettrai les slides à disposition. Donc c'était comment réduire la taille de votre application. Maintenant, on va se focaliser sur la consommation des données. Donc vous avez des utilisateurs qui potentiellement n'ont pas de données illimitées ou un accès limité à l'Internet mobile, et vous voulez vous assurer de réduire leur consommation de données. Donc, il y a plusieurs approches. Donc, la première approche, déjà, c'est de faire une première analyse et de regarder les appels HTTP que votre application fait pour potentiellement détecter les appels qui sont redondants ou inutiles. Donc, un exemple, c'est une façon plutôt de faire ça, c'est de regarder d'utiliser le Network Profiler. Donc, je vous parle beaucoup d'outils qui sont intégrés à Android Studio aujourd'hui. Il faut savoir que Android Studio, c'est vraiment une plateforme extraordinaire pour développer sur Android. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous l'utilisent, si ce n'est quasiment tout le monde. Mais il y a plein d'outils comme ça qui existent dans Android Studio qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'utilise pas forcément. Donc, le Network Profiler, c'est un outil intégré à Android Studio qui vous permet en fait de regarder en temps réel, alors que vous utilisez votre application, quels sont les appels en fait qui sont effectués sur le réseau.
Et donc, c'est un petit peu pour les gens qui font du développement web comme les outils développeurs dans Chrome, en fait, qui vous disent exactement quelles images télécharger, combien de temps ça prend, etc., etc. Donc voilà, donc pour y accéder, vous avez cette petite icône dans la barre d'outils, ou sinon, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais je pense que c'est assez comparable en français, si vous utilisez Android Studio en français, mais donc vous avez vu outils, fenêtre d'outils, et après le profiler. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est assez facile à retrouver. Et donc, il y a une option réseau. Vous voyez ici, il y a un petit menu, déroulant réseau. Tout à l'heure, je vous parlerai d'un autre menu pour la batterie. Mais donc voilà, donc pour le profilage du réseau, c'est un outil qui est très très utile. Mais maintenant, une fois que vous avez revu tous vos appels et que vous vous rendez compte que finalement, bon, vous faites globalement le strict minimum en termes d'appels et que vous n'avez pas d'appels redondants ou que vous les avez enlevés, l'étape d'après, en fait, c'est de mettre en place le cache. Donc, il y a deux approches. La première approche, c'est le cache qu'on appelle HTTP pour éviter de faire des appels HTTP à chaque fois que vous avez besoin de télécharger une image, par exemple, que vous voulez afficher. Ou à chaque fois que vous avez besoin de télécharger des informations pour une page en particulier, l'idéal, c'est de garder ces informations en mémoire, ou voire même sur le disque ou la mémoire persistante de votre application ou de votre appareil. Donc, il y a plusieurs approches. La première approche, je l'ai mise ici, c'est HTTP URL connexion, qui est un peu l'approche de base pour faire des appels URL. Très honnêtement, c'est plus forcément quelque chose qui est recommandé. Aujourd'hui, on a un certain nombre de librairies en fait, qui vous permettent de faire des appels HTTP qui sont très, très utiles. Donc, beaucoup d'entre vous utilisent probablement OK HTTP qui, à mes yeux, est, à mon avis, la meilleure aujourd'hui à utiliser. Donc, OK HTTP, c'est une bibliothèque, enfin, une librairie d'appels réseau, assez facile à prendre en main. Elle est très documentée. Si vous avez des erreurs ou des questions, c'est assez facile de rechercher sur Internet et de trouver des façons de vous débloquer, sur Stack Overflow, par exemple. Et voilà. Après, si vous voulez utiliser des fonctionnalités avancées, par exemple la programmation de certains appels, par exemple, les appeler toujours à la même période ou ce genre de choses, Volley est assez bien aussi. Elle est un peu plus compliquée à prendre en main et elle offre le cache par défaut. Donc, c'est quelque chose, pour le coup, vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question du cache. C'est supporté par défaut. Et puis une autre option aussi que je ne connais pas très très bien, mais qu'on m'a signalé alors que je préparais cette présentation, qui s'appelle Cronet. Donc pareil, c'est encore plus avancé que Volley, parce que vous pouvez donner des priorités, par exemple, à certains appels. Vous pouvez lancer plusieurs appels HTTP en parallèle. Donc voilà, donc c'est quand même assez avancé. C'est supporté par YouTube et Google Photos et Google Maps, donc très utilisé euh, au sein de Google. Mais encore une fois, c'est pour quand même des fonctionnalités avancées. Tout le monde n'a pas besoin d'utiliser Cronet. Donc ça, c'est pour les librairies qui vous permettent d'avoir un cache HTTP. Donc encore une fois, l'idée, vous faites un appel une fois et vous gardez la réponse du serveur en mémoire pendant un long moment, histoire de ne pas constamment, plusieurs fois par heure, appeler le même service si vous savez que la donnée a très très peu de chances de changer, en fait. Maintenant, pour les images, qui sont encore une fois, à chaque fois qu'on parle de performance et d'optimisation, en général, se focaliser sur les images, c'est toujours une bonne idée. Donc pour les images, vous avez aussi la capacité en fait de mettre en cache les images, et vous avez plusieurs librairies qui vous permettent de faire ça. Donc si vous utilisez déjà du cache, probablement vous avez utilisé Picasso, qui est une des plus courantes, ou Glide, qui est aussi assez commune. Donc les deux sont probablement le meilleur moyen de commencer si vous avez des besoins qui sont assez restreints. Donc l'avantage de Picasso, c'est que elle est facile, elle est assez bien documentée. Glide, son avantage, elle est un petit peu plus compliquée à prendre en main, mais par contre, elle est très optimisée pour la rapidité des téléchargements et la fluidité en fait d'affichage. Donc si vous avez beaucoup d'images téléchargées d'Internet que vous voulez afficher en fait dans un Recycler View, par exemple, et que vous avez besoin
d'afficher une liste d'éléments et que vous voulez être sûr que ça reste fluide, Glide est une librairie qui fonctionne bien sur ces questions-là. Ensuite, vous avez Fresco, qui est une librairie développée par Facebook, donc qui est un peu plus avancée, un peu plus compliqué à prendre en main, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Et elle supporte le téléchargement progressif des JPEG. Donc, par exemple, si vous avez des JPEG à afficher, mais que vous voulez commencer à les afficher en mode dégradé et améliorer l'affichage du JPEG au fur et à mesure que vous le téléchargez, c'est supporté par Fresco. Donc voilà. Et puis il y a aussi Coil, que je n'ai jamais utilisé, mais l'avantage de Coil, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, elle supporte Kotlin de façon très avancée et directement intégrée au coroutines. Donc voilà, donc si vous utilisez Kotlin, Coil est vraiment intéressant. Si vous n'utilisez pas Kotlin, honnêtement, je vous décourage d'utiliser Coil parce que je pense que ça ne marchera pas très bien. Donc on a parlé du cache et de limiter les données. Et donc là, il me reste à peu près 5 minutes. Donc pendant les 5 minutes qui restent, on va discuter de l'impact sur la batterie et comment faire pour réduire l'impact de votre application sur la batterie. Donc déjà, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'analyse de vos appels HTTP, c'est important de regarder la consommation énergétique de votre application et de voir en fait quelles sont les tâches qui consomment le plus d'énergie. Donc typiquement, quelles sont les tâches qui consomment l'énergie? C'est tout ce qui est intensif pour le CPU. Donc par exemple, dès que vous avez du traitement d'image, du traitement de son, de la compression de fichiers, du machine learning, tout ça, ça va consommer beaucoup d'énergie. Ensuite, utiliser l'écran sur de longues périodes, de longue durée, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais ça va aussi consommer beaucoup d'énergie. Afficher un écran pendant une minute tous les quarts d'heure, c'est pas la même chose que afficher quelque chose sur l'écran pendant les 15 minutes du quart d'heure en question. Donc voilà, donc l'écran consomme beaucoup d'énergie. L'utilisation du GPS aussi, hein. Le GPS, c'est un signal satellite, donc dès que vous voulez utiliser le GPS, vous avez besoin de pas mal d'énergie parce que le capteur est très, très précis et requiert beaucoup d'énergie. Et puis enfin, l'activité réseau, forcément, on en parlait tout à l'heure, donc c'est clair que c'est une grosse source de consommation d'énergie. À chaque fois que vous faites un appel au réseau mobile, ça consomme beaucoup de données. Donc, comment est-ce qu'on fait? On a, donc, tout à l'heure, je vous parlais du Network Profiler. Donc, l'Energy Profiler, c'est la même chose. C'est un outil qui va vous permettre de regarder un petit peu comment votre application se comporte en termes de consommation énergétique. Donc voilà, donc c'est accessible de la même façon. La seule différence, c'est qu'en fait, ici, je ne sais pas si vous avez vu, on a un petit menu déroulant. Donc là, c'est Energy en anglais. Donc je ne sais pas exactement quel est le nom en français. Mais voilà, donc vous avez accès ici au Energy Profiler. Et ça vaut le coup, en fait, d'utiliser votre application et en temps réel de voir ce qui consomme de la batterie et ce qui en consomme moins, histoire d'optimiser et de potentiellement supprimer les choses qui consomment beaucoup de batterie. Mais bon, voilà, une fois que vous avez fait ça, et peut-être qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à optimiser comme ça, peut-être que tout ce que vous faites, en fait, c'est des choses qui sont indispensables. Donc, l'approche que je recommande, en fait, quand vous avez atteint ce niveau-là, c'est de considérer les optimisations en termes du contexte d'utilisation de votre application. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il y a une différence entre le cas ici, par exemple, où l'utilisateur a branché son téléphone sur le secteur. Donc, le téléphone est connecté, en train de se recharger, et vous êtes connecté à du Wi-Fi, par exemple. Là, clairement, vous n'êtes pas du tout dans la même configuration que si vous n'avez plus du tout de batterie ou vous n'avez pas du tout accès aux données mobiles. Et l'exemple entre les deux, c'est vous avez de la 3G, mais par exemple, vous avez très peu de batterie, vous avez 20% ou moins de 20% de batterie suffisante, restante plutôt dans le téléphone. Donc tous ces cas-là, qui sont un petit peu des cas extrêmes, mais qui vous donnent un petit peu une idée, c'est important à un moment donné de commencer à réfléchir et à se dire, si je suis dans ce cas-là, comment est-ce que j'ajuste le comportement de mon application? Donc en l'occurrence, quand vous êtes connecté à du Wi-Fi et que le téléchargement est
et le téléphone est branché, ben, vous pouvez vous permettre de faire du gros téléchargement, beaucoup de téléchargements, enfin gros entre guillemets. Vous pouvez potentiellement aussi rafraîchir le cache et vous dire bah, peut-être que je vais faire des téléchargements dont je n'ai pas forcément besoin tout de suite, mais je sais que j'en aurai besoin dans quelques heures et peut-être que dans quelques heures, bah, le téléphone ne sera plus branché ou je n'aurai plus accès au Wi-Fi. Vous pouvez faire des tâches intensives, par exemple, si vous voulez compresser et uploader des fichiers, par exemple, c'est un bon moment pour le faire. Et vous pouvez faire tous les appels que vous voulez au GPS, puisque vous êtes connecté, donc il n'y a pas de problème. Si vous êtes juste sur de la 3G et que le téléphone approche la zone rouge, entre guillemets, pour la batterie, là, pour le coup, vous voulez faire attention et télécharger uniquement ce qui est nécessaire et faire des appels limités au GPS, limiter vos tâches locales. Et puis pour le coup, donc, comme je le disais, si vous n'avez pas accès aux données mobiles et que le téléphone a quasiment plus de batterie, alors là, pour le coup, il faut presque vous mettre en hibernation, donc plus d'appels HTTP, plus de tâches locales ou très très peu de tâches locales et plus d'appels au GPS. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, déjà, comment faire pour avoir accès à l'information de la batterie? Donc, je vous ai mis un snippet ici qui vous montre comment y accéder. Et puis, au passage, j'ai oublié de préciser, mais tous les liens, tout ce qui est en bleu souligné, en fait, c'est des liens vers la documentation. Donc tous ces slides-là ont, et c'est le cas des slides précédents aussi, vous avez des liens vers la documentation adéquate. Mais très rapidement, en fait, ici, vous avez en fait un intent. Donc, c'est assez étonnant hein, comme approche, mais en gros, vous pouvez directement accéder à l'intent en temps réel. Donc, c'est ce qu'on appelle un sticky intent, un intent collant, donc qui est toujours disponible. Et donc, cet intent va vous donner directement accès à la batterie ou au statut de la batterie. Donc, une fois que vous avez cet intent battery status, vous pouvez directement accéder en fait, aux extras. Et dans l'extra, vous avez un niveau et scale. Et donc, en fait, ces deux extras-là, si vous divisez l'un pour l'autre, ça vous donne le pourcentage de la batterie, en fait. Donc voilà, je suis désolé, l'explication n'était pas forcément très très claire, mais le code est là et donc ça vous permet en fait d'avoir accès au pourcentage de batterie directement dans votre application. Une autre chose qui est importante, donc est-ce que vous êtes branché sur le secteur? Est-ce que vous êtes en train de recharger votre téléphone? Donc c'est pareil, je ne rentre pas trop dans le détail, mais de la même façon, l'intent peut aussi vous donner, donc il y a un booléen en fait qui vous dit est-ce que c'est chargé, est-ce que c'est en train de charger, oui ou non, ou est-ce que c'est complètement chargé? Et ensuite, est-ce que c'est branché? Et donc, ça vous dit, vous avez une différence entre est-ce que c'est branché en USB? Donc, par exemple, vous avez connecté votre téléphone en USB à votre ordinateur, par exemple, ou est-ce que c'est branché directement? Donc, et ici, c'est Alternative Current. Donc, est-ce que c'est branché directement sur le secteur? Donc, vous avez branché votre téléphone directement sur une prise électrique. Et c'est important de faire la différence entre les deux parce que la vitesse de chargement ne sera pas la même et peut-être que vous voulez faire des choses quand vous êtes branché sur le secteur que vous ne ferez pas forcément sur l'USB. Donc voilà, donc avec ça, vous avez accès au statut de la recharge de votre téléphone. Ensuite, quelque chose qui est très, très, très important, c'est les Work Managers. Donc, j'ai très, très peu de temps. Je suis désolé, je suis déjà à 2 minutes au-delà du temps, donc je passe très rapidement. Mais intéressez-vous au Work Manager. L'idée du Work Manager, en fait, c'est vous créer des tâches et vous les donnez au Work Manager et vous dites au Work Manager, OK, exécute cette tâche que j'ai créée et que je t'ai donnée quand ces conditions sont réunies. Et donc, les conditions, en fait, sont décrites dans cet objet constraint que vous voyez ici. Donc, par exemple, ici, j'ai défini des contraintes. Donc, les contraintes, en fait, c'est les conditions d'exécution de votre tâche. Donc, j'ai créé une contrainte ici, par exemple, qui dit que exécute cette tâche uniquement quand le téléphone est en train d'être chargé. Set requires charging equals true. Donc, ça, c'est uniquement quand le téléphone est en train d'être chargé. Uniquement quand vous êtes connecté au réseau. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'accès aux données mobiles, la tâche ne sera pas exécutée. Et uniquement quand le téléphone est idle. Donc idle, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'être utilisé par l'utilisateur.
Et il y a d'autres fonctions comme ça qui peuvent être utilisées. Donc, vous pouvez configurer votre tâche et lui dire, par exemple, je veux que tu exécutes cet upload, cet upload de fichiers uniquement quand, par exemple, je suis branché et je suis connecté à du Wi-Fi qui n'est pas payant. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez configurer. Donc, automatiquement, quand toutes ces conditions vont être réunies, vous n'aurez rien à faire en tant que développeur, l'utilisateur n'aura rien à faire non plus. Hop, la tâche va être exécutée automatiquement. Donc voilà, donc Work Manager est très, très, très utile pour ce genre de choses. Donc, je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil. Et encore une fois, il y a un lien ici, la partie bleue soulignée, c'est un lien vers la documentation. Et vous pouvez commencer à jouer avec le snippet ici. Ensuite, les informations réseau. Donc ça, c'est la dernière étape. Comment faire pour savoir si vous êtes connecté à du réseau? Donc, vous pouvez accéder au Connectivity Manager. Et après, le Connectivity Manager va vous permettre d'accéder au réseau et au réseau actif. Vous pouvez aussi créer un callback. Donc, le callback vous pouvez soit y accéder directement en fait, par votre code, soit créer un callback. Et donc, dès que les conditions réseau changent, en fait, ce callback va être appelé. Et donc, du coup, votre application va être notifiée que, ah tiens, par exemple, je suis passé sur du Wi-Fi. Ah tiens, je suis passé sur je ne sais pas, par exemple, de la 3G ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, je suis désolé, c'était très rapide, mais je vois que j'ai dépassé de 5 minutes. Mais voilà, j'arrive à la fin. Merci. Ok. Je ne sais pas Merci Thomas pour ta présentation. Tu as pu constater à travers les applaudissements, tout l'engouement que cela a suscité. Donc, je ne sais pas, quelqu'un a des questions? Question? Ok, merci de m'avoir passé la parole. Alors, je vais être assez bref, il y a peu de temps. J'aimerais savoir, monsieur Thomas, j'aimerais savoir, en ce qui concerne AppBundle, ça fait combien de temps que AppBundle a été lancé et où est-ce qu'on peut trouver la documentation sur AppBundle? Merci. Oui, merci Patrick, c'est une très bonne question. Donc, App Bundle a été lancé, je crois, il y a maintenant 2 ans, quelque chose comme ça. Je pense que, ouais, voilà, donc je suis en train de relire mes notes, je suis désolé. Je pense que ça a été lancé il y a environ 2 ans maintenant, peut-être même un peu plus, peut-être 3 ans, mais c'est supporté maintenant pour toutes les nouvelles applications en fait qui sont uploadées sur Google Play, comme je le disais. Mais la chose à savoir, c'est que c'est supporté par Android 5 Lollipop, donc API 20. Donc clairement, c'est supporté par la plupart des téléphones qui sont en circulation aujourd'hui. Donc si la question c'est autour de la mise à disposition, enfin, ou de la compatibilité plutôt, la compatibilité de la bundle avec les applications, les téléphones plutôt en circulation. Pardon? Je suis désolé, j'ai pas entendu. La rétrocompatibilité. D'accord, ok, ouais. Donc voilà, donc si la question c'est la rétrocompatibilité, je pense qu'on peut partir du principe que tous les téléphones aujourd'hui disponibles supportent App Bundle. Parce on supporte App Bundle depuis Android 5 et je pense qu'aujourd'hui il y a probablement moins de 1% des téléphones en circulation qui tournent sur Android 5, donc tous tournent sur des systèmes plus récents. Et donc globalement, à mon avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord.
Ok, merci beaucoup. Donc, la documentation, c'est accessible sur, Ok. à travers